Bonjour et bienvenue sur ce nouveau plateau Actu Environnement. Comme vous le voyez, nous ne sommes pas dans notre studio habituel. Nous sommes au Musée de l'Air et de l'Espace au Bourget, au cœur de la journée technique nationale de FEDEREC, la Fédération du recyclage. À cette occasion, nous allons parler déchets et plus particulièrement de la responsabilité des producteurs. Ce dispositif va évoluer, le gouvernement veut le renforcer, les fabricants de produits doivent financer la collecte et le traitement de leurs déchets en fin de vie. Le gouvernement a préparé un projet de loi pour améliorer ce dispositif, mais est-ce que cette loi est nécessaire, est ambitieuse, sera suffisante? Voilà toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui. Et pour y répondre, j'accueille Manuel Burnand, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de FEDEREC, la Fédération du recyclage. C'est ça. Et Bertrand Bohin, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général du CNR, le Cercle national du recyclage, une association de collectivités très engagée en matière de gestion des déchets. Alors aujourd'hui, le gouvernement a prévu une nouvelle loi sur l'économie circulaire qui va modifier le dispositif actuel des REP, cette responsabilité élargie des producteurs. Dans le cadre de ce dispositif, l'État a prévu d'élargir à de nouveaux produits cette obligation de prise de financement de la part des fabricants. Monsieur Bohin, est-ce que le dispositif REP aujourd'hui est efficace pour améliorer, en tout cas pour encourager le recyclage? Quel est son principal bénéfice? Avant de parler des dispositifs à proprement parler, on peut parler du principe de la REP qui, lui, est un principe efficace qui consiste à faire payer en amont le coût environnemental. Le principe, c'est le coût environnemental de la fin de vie du produit. Donc ça, c'est un bon principe, tellement bon que le ministère et tous les acteurs ont développé de nombreuses filières. Maintenant, on en est aux alentours de 14 en ce qui concerne les déchets des ménages. Et avec le projet de loi, on va en créer des nouvelles. Donc le principe est bon, le principe est acté. Il a permis de développer le recyclage du mobilier, des déchets d'équipements électriques et électroniques, des emballages avec des bons taux aujourd'hui avérés, puisqu'on est à 70% de recyclage de tous les emballages mis en marché. Donc c'est quand même des bons résultats. Et donc cette responsabilité élargie du producteur est un bon principe qui est promu par le ministère. Pourquoi aujourd'hui il faut le modifier ou il est tellement bon, on veut l'étendre? Quelles sont les ambitions du gouvernement en la matière? Il y a plusieurs éléments. Il y a, en premier lieu, le principe, c'est d'inciter le metteur en marché, donc le producteur, à améliorer la qualité écologique de ses produits. Donc le signal prix par rapport au tarif des déchets est une première chose. Le deuxième élément qui va se développer grâce à la loi, c'est la généralisation de ce qu'on appelle l'éco-modulation. C'est-à-dire qu'on va encore plus inciter le metteur en marché à améliorer la qualité écologique des produits en lui mettant des bonus et des malus en fonction de critères environnementaux sur tous ces produits. Donc par exemple, s'il fabrique un produit qui devient un petit peu plus recyclable, il a un bonus par rapport à ce qu'il faisait avant. Ou surtout par exemple si le produit n'est pas recyclable ou par exemple qui nuit au recyclage de certains autres produits, celui-là on va lui mettre un malus. C'est quoi? Il paye plus cher pour Il va quoi? payer plus cher. Pour la mise sur le marché de son Exactement, produit? exactement. Et moins cher si le produit est plus vertueux. Donc ça, il va y avoir une dynamique de généralisation de cette éco-modulation sur toutes les filières. Donc ça, c'est très intéressant. On ancre aussi des dispositifs qui vont permettre de baisser les éco-contributions s'ils intègrent des matériaux recyclés. Donc là aussi, s'ils font un effort, le taux d'incorporation. pour l'environnement. Exactement. Si je recycle dans mes produits de la matière, j'aurai une éco-modulation réduite. Donc tout ça, ça va dans le bon sens, ça incite à améliorer la qualité environnementale des produits. Mais alors du coup, pour FEDEREC, vous qui êtes les acteurs du recyclage, ça vous intéresse, c'est d'inciter le fabricant à faire des choses plus facilement recyclables ou qui intègrent de la matière recyclée. Vous aussi, vous y voyez un bénéfice intéressant? Oui, tout à fait. On estime que le gouvernement a vraiment entendu les préoccupations essentielles de notre secteur. Là où pendant des années, on a poussé dans les filières du recyclage quantité de déchets de produits, là on passe à une nouvelle étape qui est obligée à l'incorporation de matières premières issues du recyclage et à l'obligation de faire des produits recyclables, ce qui manquait jusqu'à maintenant. Ils auront cette obligation maintenant? Ça, c'est une nouvelle obligation qui est dans la loi et ça, c'est une étape considérable et très, très favorable. Ça se traduira comment? Par des pourcentages de plastique, des pourcentages de bois Je dirais le principe, il est acté et Bertrand l'a expliqué à travers une motivation financière sur le montant de l'éco-contribution. Maintenant, les modalités, dans le détail, ça va être un travail de la chaîne de valeur, point par point, résine par résine, matériau par matériau, pour regarder
où est-ce qu'on peut mettre le recyclé, comment on peut faciliter les choses, comment on peut améliorer la qualité des matières issues du recyclage. Donc ça, c'est un travail qu'on a à faire, nous, chez FEDEREC, avec les acteurs. Parce que du coup, vous allez avoir beaucoup plus de demandes s'ils sont obligés d'intégrer de la matière recyclée. Il y a deux demandes. Il y a une demande en volume, c'est-à-dire qu'il va falloir faire plus et il va falloir faire mieux. Donc c'est sûr que le métier va devoir encore faire des étapes pour se professionnaliser, investir dans des technologies, mieux préciser la qualité des matières recyclées. Est-ce que les filières REP, qui sont du coup, la première a été installée il y a une vingtaine d'années, est-ce qu'aujourd'hui, grâce aux REP, on a amélioré le recyclage en France ? Clairement, je vais prendre un exemple qui est celui des D3E, des déchets électriques et électroniques, comme Bertrand l'évoquait tout à l'heure. Avant, les réfrigérateurs, ils étaient broyés en mélange avec les eaux de ferraille. Donc ça veut dire qu'un réfrigérateur, c'est 60% de contenu métallique, donc on recyclait à 60%. À partir du moment où on a créé des unités dédiées grâce au système REP, le réfrigérateur est passé de 60 à 98% de taux de recyclage. Parce qu'il y a eu des systèmes dédiés, des chaînes de tri, de recyclage dédiées aux réfrigérateurs. Alors, il y a des nouvelles filières qui vont être créées. Si j'ai bonne mémoire, elles sont donc de 6. Les jouets, maintenant, devront être entrés dans ce dispositif. Les articles de sport et de loisirs, de bricolage, de jardin, les véhicules à 2 ou 3 roues à moteur, qui n'étaient pas pris en compte, qui vont intégrer une filière existante. Voilà. Les mégots et les lingettes. Alors, pour les mégots et les lingettes, on est bien d'accord, le but, c'est pas de recycler, là. Non, je pense pas. Non, en fait, là, on est en train d'assister à un changement de vision du principe de la responsabilité élargie des producteurs, où justement, on ne regardait ce principe que sur l'aspect développer le recyclage et financer le recyclage et le coût de la gestion des déchets. Là, on rentre dans une dynamique beaucoup plus grande au niveau envergure, puisque la REP, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une prise en charge des coûts environnementaux. Et là, les mégots et les lingettes, on ne va pas les recycler, mais ils ont un coût sur l'environnement, par le passage des camions, par le nettoyage des rues, et c'est ce coût-là qu'il faut internaliser sur le producteur pour qu'il soit conscient de ces éléments-là. Ce coût-là, aujourd'hui, il est payé par les collectivités, par les contribuables. Tout à fait, parce que ces déchets-là se retrouvent malheureusement souvent dans les caniveaux au niveau des trottoirs, donc ça c'est vraiment une mauvaise chose. Au mieux dans les ordures ménagères. Et donc dans les ordures ménagères, c'est le contribuable qui paye via la taxe ou la redevance dans les ventes des ordures ménagères. Donc l'intérêt, c'est d'avoir en petit 1 une éco-contribution qui va abonder et qui va indemniser les collectivités locales. La finalité en aval, elle sera faible, mais par contre en amont, on pourra toujours faire de l'éco-modulation. On pourra très bien dire les lingettes, elles peuvent intégrer une partie de recyclé, de cellulose recyclée par exemple, pour que le produit soit, entre guillemets, mieux pour l'environnement. Donc on peut faire des éléments là-dessus, on peut aussi faire beaucoup de prévention, grâce à ce financement qui va être pris sur les lingettes ou les mégots, en distribuant, je sais pas, des petits cendriers pour éviter que ce soit acheté dans les rues, ou bien sur les lingettes, pourquoi pas faire de la promotion des éponges plutôt que d'utiliser des lingettes qui sont plus durables. Enfin, c'est toutes ces questions-là. On dépasse le cadre de la REP actuelle où justement le financement est prévu pour payer la gestion des déchets et le recyclage. Et là, on va beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, cette clé d'entrée-là, justement sur les mégots et potentiellement sur les lingettes, fait des petits avec les emballages. Puisque maintenant, la couverture des coûts des emballages doit intégrer le coût de nettoyage des rues. Ah, ça c'est nouveau. C'est nouveau, donc on est en train de prendre conscience que la REP est un très bon principe et qu'il faut de plus en plus internaliser les coûts, non pas de la gestion des déchets, mais les coûts au global du produit. Donc là, on élargit le périmètre. Ouais. Du coup, on intègre aussi le réemploi et la réutilisation dans les principes de la REP. Là aussi, c'est une grande avancée. Du coup, pour les emballages, qui est la REP la plus ancienne, aujourd'hui, ce que prenaient en charge l'éco-organisme, c'est-à-dire les metteurs sur le marché, c'était la collecte et le traitement. Une partie. Une partie seulement. C'est important de le dire. Et aujourd'hui, ils vont aussi devoir financer le nettoiement, le nettoyage, le ramassage dans les rues. C'est prévu dans la loi, par filière. Donc il y aura une réflexion là aussi, filière par filière. Tout ce qu'on espère, c'est qu'au fur et à mesure des discussions des filières, on n'enlève pas cette petite partie des coûts, justement par rapport au lobby et aux pressions, pour limiter l'impact sur les metteurs en marché. Parce qu'il y a toujours un jeu dans toutes les filières. C'est l'objectif pour nous, c'est qu'on internalise le plus possible, et évidemment pour les metteurs en marché, leur objectif c'est de payer le moins possible. Donc là il y a une espèce de combat, et c'est ça exactement, un combat justement sur la prise en charge des coûts et de quels coûts. Est-ce qu'il y a d'autres points dans la loi économie circulaire qui se préparent, qui sont des bonnes avancées à vos yeux, Manuel Bourdon? On a quand même beaucoup travaillé ensemble à travers la feuille de route économie circulaire, et que cette loi est vraiment l'occasion d'un dialogue parfois dur entre les acteurs. Mais voilà, on a fait connaissance davantage les uns avec les autres. Et
En fait, c'est une chaîne de valeur, donc chacun doit s'y retrouver, chacun doit contribuer, mais on change quand même beaucoup d'équilibre, notamment l'incorporation des matières issues du recyclage. C'est un bouleversement pour les metteurs en marché. Donc pour eux, voilà, ils ont quand même beaucoup assumé. Ils doivent financer plus, ils doivent réfléchir sur l'éco-conception. Donc voilà, c'est un challenge quand même. C'est un gros challenge. Voilà. Et du coup, quand vous dites qu'il faut travailler ensemble, est-ce que le dialogue est facile aujourd'hui entre tous les acteurs? Est-ce que vous estimez qu'il y a de quoi améliorer il est encore cloisonné. Hein. Chacun défend sa chapelle. Les metteurs en marché veulent réduire les coûts. C'est en train de se construire. Voilà, on travaille de plus en plus en réseau. FEDEREC fait la promotion et on aimerait que ça soit également dans le projet de loi un réseau d'expertise sur le recyclage, c'est-à-dire que ce ne soit pas simplement les metteurs en marché qui décident de la recyclabilité, mais que ça soit une décision collégiale. Donc voilà, c'est en train de se mettre en route. Oui, parce qu'on a eu des cas un petit peu, on va dire, que la presse a mis en avant. C'est le cas des bouteilles de lait en PET opaque. Ouais. Les metteurs sur le marché ont décidé d'utiliser cette nouvelle résine plastique qui leur allait très bien, elle n'était pas chère, elle était pratique. Mais ils n'ont pas pensé que vous, derrière, dans les usines de recyclage, ça allait un petit peu bouleverser tous vos process et que ça allait mettre en péril le recyclage d'autres résines. Est-ce que ça, c'est des erreurs qui n'arriveront plus si vous dialoguez un peu plus? On l'espère. Je pense que ce qu'on évoque sur la notion de recyclabilité, il va falloir maintenant l'évaluer. Nous, on se bat pour que ça ne soit pas simplement un acteur qui définisse la recyclabilité, mais que ça soit vraiment la chaîne de valeur qui puisse se prononcer, d'où cette notion de réseau d'expertise du recyclage qui nous semble absolument indispensable. Il prendra quelle forme, ce réseau? Il est en train de se construire, on l'élabore dans le cadre du comité stratégique de filière sur les déchets. C'est FEDEREC qui pilote les travaux pour l'instant, mais avec les parties prenantes. Voilà, sachant qu'il y a tout un tas d'initiatives sectorielles qui se font en parallèle, tout un tas d'outils d'évaluation. Voilà, tout ça, il y a un peu un certain foisonnement. Maintenant, il faut qu'à un moment donné, l'ADEME, je pense, rentre dans le jeu, valide aussi un certain nombre d'étapes. Et nous, ce qu'on demande, c'est que l'ADEME soit un petit peu le référent sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, les éco-organismes ont un peu le monopole de l'organisation des filières REP. Est-ce qu'on va changer leur gouvernance? C'était justement pas prévu au sein de la loi et ça manquait. Il y a eu des amendements. De la loi. Il y a eu des amendements justement qui ont élargi. Alors, oui, les travaux sont en cours au Sénat. Tout à fait, exactement. Il y a des amendements qui ont été adoptés. Donc jusqu'où ils vont tenir, c'est une bonne question, mais qui ont élargi la gouvernance des éco-organismes aux représentants de collectivités locales, du monde des opérateurs, des associations de protection de l'environnement et des associations de consommateurs. Donc vous seriez un peu autour de la table maintenant? On l'espère. Après, c'est la suite. Notre objectif, c'est de ne pas laisser seuls les metteurs en marché piloter. Alors, ils garderont toujours la majorité, parce que ça doit être la responsabilité élargie des producteurs. Voilà, et puis c'est eux qui payent quand même. C'est toujours intéressant d'avoir une autre vision de la chose et du terrain. Leur apporter justement des éléments sur le recyclage, des éléments sur la collecte, des problèmes qu'il y a, les problématiques des consommateurs qui voient aussi des coûts augmenter, un manque d'information. Tous ces éléments-là, on les retranscrirait auprès des metteurs en marché qui n'ont peut-être pas cette clé d'entrée pour améliorer les dispositifs. Et ils auraient au moins un autre son que celui de l'éco-organisme. Et ça, c'est intéressant. Surtout que tout à l'heure, vous disiez, M. Burnand, que les éco-organismes, surtout les metteurs sur le marché, eux, ce qu'ils voient, c'est ce que ça va leur coûter. Du coup, ils ont une approche très économique du recyclage des déchets. Et ils ont pu faire des choix peut-être qui n'étaient pas environnementalement parlant compatibles, on va dire. Il y a deux choses. Il y a le fait que dans la partie éco-conception, ça englobe tout un tas d'aspects. Et notamment la réduction du volume, la réduction du nombre de matériaux, la réduction du poids. Donc ça, on peut le comprendre. Maintenant, parfois, c'est antinomique avec le recyclage. Voilà, donc typiquement, la bouteille du PET opaque, on a réduit le nombre de matériaux, mais on a dégradé la recyclabilité. Donc, ce qu'il faut simplement qu'on comprenne, c'est que l'éco-conception, c'est quelque chose de large, il y a plusieurs paramètres, et il faut que la recyclabilité soit intégrée. Et les éco-organismes, ils sont chargés de contractualiser avec les opérateurs du recyclage. Ils cherchent quoi? Ils cherchent les prix les moins chers, quitte à les faire recycler hors Europe? Disons qu'eux, ils sont coincés entre un respect de la réglementation, les principes de l'économie circulaire, le prix, la pluralité des acteurs. Voilà, donc ça reste une équation complexe pour eux. Ça dépend aussi des éco-organismes. Il y en a qui ont perçu cette notion de principe de proximité, etc. Et donc il y en a eu à un moment certains éco-organismes qui n'existent plus à un moment, mais qui étaient au moins chers. Ouais. Parce que pour problème de concurrence, c'est ces éléments-là qui sont différents. Là, je pense quand même qu'il y a aussi une dynamique
On entend parler beaucoup de déchets à l'étranger. Honnêtement, quand on suit toutes les filières, la part qui va au grand export, notamment sur les emballages, c'est 1%. 1% de tout ce qui est recyclé, donc c'est très très faible. 1% de ce qui est au grand export. Collecté en France par exemple, c'est le cas de la Chine, la Malaisie, c'est ça que vous appelez grand export? Ouais, 1% seulement. 1%, voilà. Et ça part pour recyclage, ça part pas pour enfouissement ou des choses comme ça. Donc là aussi, il faut rétablir quelques vérités en ce qui concerne les déchets des ménages. Donc ce que les gens trient, c'est 99%, c'est 70% en France en moyenne de mémoire, 29% en Europe et 1% au grand export. Et donc vous pensez qu'avec une gouvernance un peu plus ouverte, qui intègre les acteurs du recyclage, les collectivités, la prise de conscience va être bénéfique pour les éco-organismes? Je pense que si on avait eu ça avant, on aurait peut-être pu faire remonter le problème du PET opaque plus vite, parce qu'on a mis du temps à le faire. Et notamment sur le jeu des éco-modulations, parce qu'on l'a fait remonter le problème du PET opaque. Fédérec en premier et nous aussi derrière, on a suivi en disant que c'est pas possible de nous demander de collecter des déchets qui sont mis sur le marché et que derrière ils soient plus recyclables. C'est pas possible, surtout changer d'une résine recyclable en non recyclable. Et donc sur le jeu des éco-modulations, on a énormément joué auprès de Citeo pour essayer d'améliorer un malus sur ce type de produit-là. On a fait quelques efforts, on a avancé. À notre sens, il manque pour ce genre de produit qui est fortement perturbateur de taper beaucoup plus fort sur ces produits pour leur dire définitivement non, le faites pas. Faites autre chose, mais le faites pas. Mais les fabricants, enfin les plasticiens sont assez innovants, ils innovent tous les jours sur les résines. Comment vous allez... Est-ce qu'à un moment donné, les éco-organismes doivent vous présenter tout ce qui se fait et vous valider ou pas la nouvelle résine plastique? Ça se teste. Moi, j'aime bien le centre d'expertise et de recyclage. Ça doit passer par ce centre d'expertise et de recyclage. Quand on met un produit en marché, on le teste un peu. D'abord, s'il est recyclable seul, ensuite jusqu'à quelle proportion il est recyclable en mélange avec les autres. Et en fonction de ça, on voit si on peut améliorer le recyclage, comment il faut bouger le produit en tant que tel pour qu'il ne perturbe pas les équilibres. On n'est pas du tout contre les innovations, bien au contraire, mais il faut qu'elles fassent attention à l'existant. J'aimerais revenir sur un point que vous avez dit. Aujourd'hui, les éco-organismes n'ont pas cette prérogative sur la recyclabilité. C'est une obligation, je dirais, des metteurs en marché, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore organisé. Et c'est plutôt des initiatives d'entreprises, des metteurs en marché individuellement qui doivent s'interroger. Ce n'est pas forcément à l'éco-organisme de tout maîtriser. Par contre, ils viennent nous voir, ils nous consultent sur effectivement ces questions de recyclabilité. Donc voilà, c'est quelque chose qui est à organiser. Bien évidemment, les éco-organismes vont devoir être dans le jeu et ils ont une part, je dirais, sur la R&D. Donc peut-être qu'il y a des mutualisations à faire pour financer un petit peu ces travaux collectifs. Alors, ces nouvelles filières REP, ces nouveaux produits, ça va quand même impacter les collectivités, parce que vous allez devoir, du coup, mettre en place des flux pour récupérer, on a dit tout à l'heure, les jouets. En gros, on imagine quoi? Des nouvelles bennes dans vos déchetteries où on mettra les jouets, les deux roues, ça intégrera la filière VHU, des véhicules hors d'usage. Ça va avoir des conséquences. Il faudrait les traiter individuellement parce que chaque filière aura des modalités organisationnelles différentes. Quand on compare la future filière sur les déchets de bâtiment, qui représente 40 millions de tonnes et qui ne passera pas essentiellement par les collectivités locales, parce qu'il nous manque aujourd'hui beaucoup de points de collecte de ce type de déchets qui devront être financés par cette REP-là. Il faut créer de nouveaux points de collecte. Il faut créer beaucoup de nouveaux points de collecte pour les déchets des artisans, des professionnels, etc., pour assurer la gratuité. Et donc ça, c'est tout le lieu de la REP, et de trouver des financements, trouver des nouveaux points de collecte. Et les autres filières, comme les jouets, les articles de bricolage, qui potentiellement auront un financement pour développer le réemploi. Ça, c'est très important. Et là, on va aussi lancer des nouvelles dynamiques dans les filières sur le réemploi, donc de ce type de produit. Le réemploi devient est-ce que ça devient une priorité pour les éco-organismes? Il faut, dans la hiérarchie, c'est une priorité. Donc il va falloir l'ancrer, il va falloir développer des objectifs de réemploi pour ces filières-là, mais aussi pour les filières existantes, pour les emballages, etc. Il y a du travail à faire là-dessus. Et donc, quand ces produits-là seront réemployables, les collectivités locales ont déjà aussi créé des partenariats avec les ressourceries, avec d'autres acteurs du réemploi. Et donc ces déchets qu'on pourra récupérer, ces déchets produits qu'on pourra récupérer, seront remis dans le circuit de la vente d'occasion par ces structures. Et on développera le réemploi de ce type de produits. Est-ce que dans le projet de loi actuel, il y a des lacunes encore est-ce qu'il y a des choses qui manquent et qui vous aideraient un peu mieux à organiser votre filière? Oui, pour nous, il y a deux choses qui manquent. C'est la question des combustibles solides de récupération. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir conscience que pendant 20 ou 30 ans, on a produit des choses pas recyclables, donc il va bien falloir faire quelque chose de ça. Parce que les REP
elles vont organiser... Enfin, voilà, là, on va élargir les REP, mais il y a toute une partie de produits qui ne sont pas encore pris en charge par une Voilà, REP. tout à fait. Et qu'est-ce qu'on fait de ces déchets-là? Je vais prendre un exemple, par exemple, sur l'automobile. Vous avez de plus en plus de matériaux composites qui sont là pour réduire l'empreinte carbone de l'automobile sur l'émission de rejet. Parce qu'on veut faire de l'allègement. Une voiture qui est plus légère rejette moins de CO2 dans l'atmosphère. Mais du coup, elle utilise des matériaux composites pas recyclables. Il faut bien quand même qu'on ait une solution de valorisation. Et la bonne solution, c'est comme les pales d'éoliennes. Voilà, on ne saura pas recycler tous ces matériaux composites. Oui, c'est des matériaux composites, voilà. donc des alliages. Voilà, et ça, c'est le premier point. Et après ça, il y a la limite économique. Quand vous avez un centre de tri, vous avez toujours une part d'ultime. C'est-à-dire que vous allez au maximum du recyclage, mais vous avez toujours un résiduel qu'il faudra valoriser, sachant que dans le même temps, on a réduit le stockage avec la loi de transition énergétique. Donc si on n'a pas ces solutions de valorisation énergétique, on est dans une impasse. Donc ce sont ces déchets, ces refus de tri, tout ce qu'on ne peut pas recycler, on les broie, on les transforme en combustible et on les valorise énergétiquement. Il faudrait, c'est-à-dire que vous avez des pays qui ont une très belle maturité industrielle, je pense à la Suède ou à l'Allemagne, qui font de l'électricité ou de la chaleur à partir de ces produits ultimes, on va dire. En France, on n'a pas cette culture-là. Donc il faut construire. On a simplement la voie cimentière, mais qui pèse pour 400 000 tonnes de débouchés, là où il faudrait 4 millions de tonnes. Donc il y a vraiment un saut quantique à faire sur la valorisation énergétique. Bertrand Bohain, est-ce qu'il y a des lacunes dans la loi aussi de votre côté pour les collectivités? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir et que vous allez pousser du coup peut-être auprès des parlementaires pour les faire émerger? Des lacunes, pas forcément, des craintes par rapport à l'objet même de la responsabilité élargie des producteurs, c'est la prise en charge des coûts. Aujourd'hui, la directive dit 100% avec dérogation possible. Qu'est-ce qu'on met dans les dérogations? C'est une bonne question. Et j'ai peur qu'aujourd'hui, on parte plutôt dérogation avant d'aller vers le 100%. Donc ça, c'est une première crainte. Mais l'article 2, il y a un alinéa dans la loi qui est intéressant, qui justement reprend un peu ce principe et qui dit que donc, la REP doit prendre en charge tous les coûts et il liste une grande partie des coûts. Mais juste après, la dernière ligne, elle dit que ces coûts peuvent être partagés avec d'autres acteurs. Donc en gros, la loi, elle dit blanc et juste après, elle dit gris ou noir. Donc elle ça ouvre devient un peu la porte compliqué. En tout cas à des... Et si jamais on surfe là-dessus, ça veut dire que potentiellement, on peut encore baisser la prise en charge des coûts et donc baisser l'intérêt de la responsabilité élargie du producteur. Et ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est une première crainte. Le deuxième point, on est en train aujourd'hui de créer plein de petites filières. Une filière textile, une lingette, une filière mégot, une filière ceci, une filière... Bon. C'est intéressant justement pour développer, mais je pense qu'il faut essayer de simplifier. Nous, on a réclamé depuis un moment la création d'une REP sur le reste. Est-ce qu'on va pas dans les... Exactement, et qui pourrait aussi trouver un financement pour développer le CSR et la valorisation énergétique en attendant de trouver des solutions de recyclage. Je pense qu'il faut regrouper un peu toute cette filière, tous ces produits qui finissent dans les ordures ménagères et créer, nous, ce qu'on appelait la REP déchets résiduels ou la REP voiture balai ou la REP autres déchets non recyclables. Enfin, il y a plein de noms là-dessus où on créerait un financement pour tous ces produits-là pour justement développer le recyclage, la valorisation énergétique, le réemploi. Voilà, je pense qu'il faut un peu plus globaliser plutôt que de morceler. Au niveau des délais, ces nouvelles filières REP, elles sont prévues pour quand? Il y a tout un calendrier là-dessus, 2021, 22, 23, 24. Ça va loin. Et il y a quelques amendements aussi qui ont reporté, je crois que c'est la filière jouets, bricolage, qui ont reporté d'un an en 2022. Trop compliqué à mettre en place, ça prend du temps. Beaucoup de travail. Le principe, c'est toujours à peu près le même, c'est qu'il y a souvent une étude de préfiguration mise en place soit par l'ADEME, soit par les professionnels eux-mêmes qui expliquent un peu comment ils vont s'organiser. En parallèle de ça, le ministère regarde le périmètre de chaque filière, qu'est-ce qu'il faut y mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas y mettre. Ensuite, on crée les arrêtés. Ensuite, on crée un cahier des charges pour le futur éco-organisme SIA. L'agrément, après, il faut l'agréer. Exactement. Et ensuite, il faut mettre tout en place. S'il y a des conventions avec les collectivités locales à créer, il y a tout ça à mettre en œuvre. Et ça prend énormément de temps. Vous pensez que, du coup, la loi économie circulaire d'aujourd'hui, et ce sera, du coup, ma dernière question, est-ce qu'elle est bienvenue? Est-ce qu'elle est en retard? Est-ce qu'on aurait dû faire tout ce travail bien avant? Ou est-ce qu'elle arrive au bon moment et il est temps d'améliorer tout ça? Moi, je pense qu'on a un petit souci de calendrier par rapport à la loi de transition énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, cette réduction par 2 de l'enfouissement... ça, c'est une obligation qui a été votée de la loi en 2015. précédente. Voilà, la loi de 2015, loi de transition énergétique. Un des éléments clés, c'est réduction par 2 de l'enfouissement. Donc, on était à l'époque dans les 16 ou 17 millions de tonnes. Il faut viser 8 millions de tonnes. Donc, en 2025. En 2025. Donc, voilà, donc ça veut dire qu'il y a une progression énorme
du réduction de l'enfouissement qui est à faire. Et de ce point de vue-là, les outils ne sont pas encore en place. Donc on a un petit problème de calendrier. Donc j'allais dire, quelque part, il aurait fallu que cette loi et ces obligations sur l'incorporation de recyclés, etc., viennent un peu plus tôt. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, on a géré une phase transitoire pour être au rendez-vous de 2025. Beaucoup de territoires disent que c'est irréaliste. Donc là, la France est un petit peu coincée entre les contraintes de l'Europe, la réalité économique, ce décalage. Il faut tout faire en même temps. Il faut se mettre d'accord, appliquer les textes, prendre le temps de négocier. Les étapes qu'évoquait Bertrand, elles sont indispensables. Il faut qu'on ait cette concertation, que ce soit carré, rigoureux, encadré et tracé. Bertrand Boin. Je pense que cette loi est la bienvenue parce qu'elle ancre, comme je l'ai dit, le principe de la REP. Elle témoigne beaucoup de nouveautés, les indices de réparabilité, l'information du citoyen consommateur. Oui, il y a beaucoup d'éléments sur ces... Tout ça, c'est très important et ça va dans le bon sens. Après, il y a toujours un autre petit point noir du moment, on ne va pas le développer ici, mais c'est l'arrivée de la consigne qui peut perturber beaucoup de choses au niveau... Je pense qu'on pourrait refaire une autre émission sur la consigne. Exactement. Bien quoi faire. Mais elle est bienvenue et dans son ensemble, elle est très intéressante. Très bien. Merci messieurs pour cette analyse. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur actuenvironnement.com.